Avant de lancer la vidéo, parlons de notre sponsor du jour, Colon Brew. Je suis Nick de Paranormally Listed et j'ai récemment reçu un diagnostic de diabète de type 2. Pour m'aider à contrôler ma glycémie et à abaisser mon cholestérol, je prends du Colon Brew tous les jours. Cela m'a aidé à réguler ma glycémie, mon cholestérol et je me sens moins gonflé avec plus d'énergie. Colon Brew est un complément alimentaire aux fibres utilisant des ingrédients de qualité pour favoriser la santé intestinale et le microbiome. Voici comment cela fonctionne. Les fibres alimentaires se mélangent avec la nourriture partiellement digérée dans l'estomac. La fibre absorbe l'eau et gonfle dans notre système digestif. Elle attrape ensuite les matières indésirables. Les fibres solubles piègent alors le sucre, le cholestérol et les graisses, ralentissant leur absorption par votre corps. Le balai du côlon améliore le transit intestinal et élimine les déchets. Cela aide à éliminer les déchets du corps plus rapidement et efficacement. Cela aide à faire avancer les choses, réduit le risque de cancer du côlon et améliore la santé de votre peau. J'utilise le balai de côlon depuis quelques semaines et c'est génial. La saveur de fraise a un goût formidable. Elle m'a aidé à contrôler mon appétit, me faisant me sentir rassasié plus longtemps, sans ballonnement. Mélangez simplement une cuillère dans un verre d'eau et vous vous sentirez mieux. Colon Brew réalise actuellement un exploit fantastique pour le public de Paranormally Listed. Allez sur colonbroom.org/paranormallylisted ou cliquez sur le lien dans la boîte de description ci-dessous et rejoignez leur plus grande vente à ce jour. Obtenez 6 mois de Colon Brew avec jusqu'à 65% de réduction. Profitez de cette offre à durée limitée. En bonus, utilisez le PARANOCRMALL Guide 10 pour bénéficier de 10% de remise supplémentaire sur votre commande. N'attendez plus, cliquez ci-dessous et commandez votre Colon Brew à prix réduit avant rupture de stock. Ainsi, vous soutiendrez Paranormally Listed. N'hésitez pas à faire l'expérience du numéro 1 dans le numéro 2. Numéro 3, Anatoly Brugowski. En 1978, la guerre froide opposait les États-Unis et l'Union soviétique. Un an auparavant, Jimmy Carter avait été investi 39e président des États-Unis. En tant que président nouvellement élu, Carter s'est fixé pour objectif de changer la politique étrangère des États-Unis, ce qui incluait de meilleures relations entre les deux superpuissances et la non-prolifération nucléaire. Cependant, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait d'autres projets. De l'autre côté du rideau de fer, les soviétiques gardèrent leurs secrets près de leur échiquier. Le 13 juillet 1978, les soviétiques avaient une histoire qui ressemblait à l'origine d'un super-héros de bande dessinée. Anatoly Brugowski, un physicien des particules russe de 36 ans, travaillait sur un accélérateur de particules à l'Institut de physique des hautes énergies à Porvino. Brugowski a été envoyé pour résoudre un problème lors d'un test du synchrotron U-70, le plus grand accélérateur du monde à l'époque, qui a mal fonctionné. À son insu, les mesures de sécurité destinées à protéger toute personne entrant dans l'accélérateur ont également mal fonctionné. Alors Brugowski a mis la tête à l'intérieur pour voir quel était le problème. L'accélérateur fonctionnait, un faisceau de protons invisible a frappé le physicien à l'arrière de la tête. Le faisceau a traversé le cerveau de Brugowski à la vitesse de la lumière. Il n'a ressenti aucune douleur, mais il a vu un éclair de lumière plus brillant que 1000 soleils. Cependant, personne n'a remarqué de problème. Alors Brugowski a continué à travailler le reste de la journée et n'a dit à personne ce qui s'était passé. Sachant quel serait son sort, il est rentré chez lui pour attendre sa mort inévitable. Normalement, une personne meurt lorsqu'elle entre en contact avec 500 rads de radiation et Brugowski a reçu de 200 000 à 300 000 rads directement dans le cerveau. Pendant la nuit, il se sentait mal à l'aise et ne pouvait pas dormir. De plus, le côté gauche de son visage avait enflé au point qu'il était méconnaissable. Le matin, il est allé chercher de l'aide médicale auprès des médecins. Envoyé dans une clinique à Moscou, mais pas pour un traitement. Au lieu de cela, il voulait l'observer durant ses derniers instants. Dans les jours suivants, la peau de Brugowski a commencé à peler autour de la plaie d'entrée à l'arrière du crâne. De plus, la peau s'est décollée autour de la plaie de sortie, qui était son nez. Le médecin pouvait voir une brûlure à travers sa peau, son crâne et son cerveau. Mais, étonnamment, il n'est pas mort. Ne sachant pas comment, les médecins ont regardé Brugowski se rétablir complètement. Il est même retourné au même travail 18 mois plus tard. Il a promis de visiter la clinique de Moscou biannuellement pour que les médecins puissent poursuivre leur étude sur lui.
Dans les années suivantes, le cerveau de Brugowski a continué à se détériorer, paralysant le côté gauche de son visage et lui faisant perdre l'audition de l'oreille gauche. Étrangement, ce visage n'a vieilli que du côté droit. Après sa convalescence, Brugowski a terminé son doctorat et a continué à travailler au synchrotron U-70 en tant que coordinateur des expériences de physique. Bien qu'il manquait de tissu dans son cerveau, il ne montrait aucun signe de capacité intellectuelle, mais il souffrait de crise. En raison du secret soviétique sur le nucléaire, Březovský n'avait pas le droit de parler de l'accident. Mais en 1986, la catastrophe de Tchernobyl s'est produite. Cela a mis le programme nucléaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques sous le microscope du monde. Plus d'une décennie après l'accident, Brzezinski a enfin pu en parler. Suite à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'accélérateur U-70 fut délaissé. En 1996, Brzezinski a demandé le statut d'handicapé pour recevoir gratuitement des médicaments pour son épilepsie, mais sa demande a été refusée. Brzezinski continue de vivre à Provino. Il veut s'installer à l'ouest pour étudier, mais n'a pas les moyens de déménager. Bien que la cause exacte de la survie de Brzezinski à l'accident reste incertaine, les médecins et chercheurs ont une hypothèse. Ils supposent que puisque le faisceau avait un focus si étroit, le faisceau qui a traversé le cerveau de Brzezinski n'a causé des dommages qu'aux parties du cerveau dont il pouvait se passer. Contrairement à une personne recevant une dose complète de radiation, les organes vitaux de Brzezinski n'ont pas été affectés. Dans cette vidéo, 80 ans... Malheureusement, il ne montre aucun signe de capacité de super-héros, à part le fait qu'un côté de son visage ne vieillit pas. Numéro 2, Phineas. La science médicale a grandement progressé au fil du temps. Les gens survivent de maintenant à des accidents autrefois mortels. Même aujourd'hui, avec une pointe de 43 pouces traversant votre cerveau, les médecins vous déclareraient probablement foutu. Cependant, cet accident très précis s'est produit en 1848 et l'homme est devenu l'un des patients les plus célèbres de la neuroscience. Le 13 septembre 1848, Phineas Gage, contremaître de construction ferroviaire de 25 ans, travaillait à Cavendish, Vermont. Gage, en charge du dynamitage, perçait un trou, y plaçait un explosif, le remplissait de sable, puis le tassait avec une barre de fer de bourrage métallique. Malheureusement, la barre métallique a provoqué une étincelle, causant une explosion qui l'a projeté vers le ciel. Mais avant de voler 80 pieds, la tige de 43 pouces de long, d'un diamètre d'un quart de pouce et pesant 13 livres, a pénétré la joue gauche de Gage derrière son orbite et est sortie par le haut de sa tête. Étonnamment, Gage a survécu à l'empalement. Il a même marché jusqu'à un wagon de train proche, abritant d'autres travailleurs. Il a été conduit d'urgence chez les médecins en ville, restant conscient et se souvenant même des noms de ses collègues pendant tout ce temps. Il était même de bonne humeur, disant aux médecins qu'il ne voulait voir aucun de ses amis du travail parce qu'il retournerait travailler dans un jour ou deux. Malgré sa survie face à l'impossible, Gage n'était pas encore tiré d'affaire. Il a développé une infection et a été semi-comateux entre le 23 septembre et le 3 octobre. Ce n'est que le 7 octobre qu'il a fait ses premiers pas hors du lit. Le 11 octobre, il a commencé à retrouver ses fonctions intellectuelles. Pendant sa convalescence, son médecin John Martin Harlow s'est beaucoup intéressé à son cas. Le médecin a constaté que Gage se rappelait le temps écoulé depuis l'accident et les circonstances de celui-ci. Mais Gage avait du mal à estimer les tailles et les montants d'argent. Après quelques mois, il était assez rétabli pour rentrer chez ses parents dans le New Hampshire. Pendant le rétablissement de Gage, le docteur Harlow a appris de ses proches que sa personnalité semblait avoir changé. Les gens le décrivaient comme n'étant plus Gage. Avant l'accident, c'était un homme travailleur et agréable. Après l'accident, on le décrivait comme un buveur lourd, grossier, agressif et utilisant les pires jurons. Il ne suivait pas les plans et ne respectait pas les autres. Suite à son changement de personnalité, la compagnie ferroviaire ne l'a pas repris. Cela a attiré l'attention du docteur Harlow.
Au XVIIIe siècle, la médecine était peu avancée en neurosciences. Un changement de personnalité après un traumatisme cérébral était une révélation majeure. Avant cet accident, les phrénologistes mesuraient les bosses sur le crâne des gens pour évaluer leur personnalité. L'accident de Phineas Gage et son changement de personnalité ont été les premières preuves que votre cerveau contrôle la personnalité. Le Dr Harlow a écrit un article publié dans le Boston Medical and Surgical Journal fin 1848. Cet article est devenu l'un des plus célèbres et a aidé à établir les neurosciences modernes. Il a fallu un certain temps avant que les scientifiques et les médecins ne comprennent ce qui s'était passé pour rendre une personne différente mentalement. Bien que Gage n'ait pas été réembauché par la compagnie de chemin de fer, il a voyagé en Nouvelle-Angleterre et en Europe, effectuant des travaux de bourrage pour subvenir à ses besoins. Après plusieurs voyages, il est revenu au New Hampshire pour travailler dans une écurie de location. Il avait du mal à garder un emploi. Son plus long poste était celui de conducteur de diligence longue distance au Chili. Il a travaillé pour eux 7 ans avant que sa santé ne se détériore. Gage a déménagé à San Francisco, en Californie, pour vivre avec sa mère qui prenait soin de lui. Le 21 mai 1860, Phineas Gage est décédé après avoir subi une série de crises d'épilepsie. Il n'avait que 36 ans. 12 ans après l'accident, le plus célèbre patient en neurosciences a été enterré, mais pas pour longtemps. 7 ans plus tard, le frère de Gage l'a fait exhumer et a fait don d'un crâne au docteur Harlow ainsi que de la barre de bourrage qu'il avait traversée. Le docteur Harlow a publié un dernier article en 1868 dans lequel il a raconté ce qu'il a pu apprendre de Gage. Il a donné le crâne de Gage et la barre de bourrage à la faculté de médecine de Harvard. L'exposition est toujours visible au musée aujourd'hui. Des décennies après sa mort, le cas de Gage se retrouve dans presque tous les manuels de neurosciences. Malcolm Macmillan, professeur honoraire à l'école des sciences psychiques et psychologiques Nella de Melbourne et auteur de An Odd Kind of Fame, Stories of Phineas Gage, a déclaré qu'il était le premier cas où l'on pouvait dire assez définitivement qu'une blessure au cerveau avait produit un certain type de changement de personnalité. Dans les années 40, Stanley Cobb, un célèbre neurologue, a schématisé le crâne pour déterminer le trajet de la tige de bourrage. Avec l'avancée technologique, ils ont recréé le diagramme grâce à des scans tomodensitométrie dans un... En 1994, les chercheurs ont créé un modèle 3D qui a révélé la cause du changement de personnalité. Avec le développement des neurosciences, il a été établi que l'accident de Gage s'est produit à l'endroit idéal. Le chemin emprunté par la tige a évité des zones du cerveau telles que le plexus préégoïde et le sinus cadavérique, qui, s'ils avaient été touchés, l'auraient fait saigner à mort. Ils ont découvert que la tige avait endommagé à la fois les cortex préfrontaux gauche et droit. Ce sont des zones très importantes qui contrôlent le traitement émotionnel d'une personne, la prise de décision rationnelle, le langage et la cognition sociale. Des études récentes du cerveau m'ont révélé que les effets étaient un peu plus restreints au lobe frontal gauche. Lors d'une étude de 2012, les chercheurs ont combiné une tomodensitométrie du crâne de Gage et une imagerie par résonance magnétique de cerveau typique. L'image a révélé le câblage cérébral et le trajet de la tige. Ils ont estimé qu'il a détruit environ 11% de la matière blanche dans le lobe frontal et 4% du cortex cérébral. Heureusement pour Phineas Gage, la tige a manqué toutes ces zones pour qu'il survive et heureusement pour nous, cela a changé sa personnalité. C'était une chance pour nous car nous avons maintenant une meilleure compréhension des neurosciences. Numéro 1, Jean Hillard. La nuit glaciale du 20 décembre 1980, Jean Hillard, 19 ans, rentrait chez ses parents à Longby, Minnesota. Alors qu'elle conduisait en campagne, sa voiture a dérapé et s'est retrouvée dans un fossé. En tentant de remettre la voiture sur la route, elle l'a enfoncée davantage dans le fossé. Assise là, Hillard a réfléchi à plusieurs possibilités. Elle craignait qu'en restant dans la voiture en marche, elle risquait une intoxication au monoxyde de carbone ou qu'un inconnu profite de sa solitude pour lui nuire. Sur une route de campagne, elle craignait que personne ne vienne la réconforter de sitôt.
Hilara a décidé de marcher jusqu'à la maison d'un ami en bas de la route pour obtenir de l'aide. C'était une décision qu'elle regretterait. Cette nuit-là, dans le Minnesota, il faisait environ moins 30 degrés Celsius avec un refroidissement éolien de moins 20 degrés Celsius. C'est environ moins 25 degrés Fahrenheit à moins 7 degrés Fahrenheit. Elle portait un pull fin, une parka, un jean et des bottes de cow-boy. Elle n'avait ni chapeau ni capuche. Hilary est allée chez son amie, ressentant le froid, mais n'étant pas inquiète car habituée à ce temps. Le froid ralentissait sa marche, ignorant la distance jusqu'à la maison de son amie. Elle montait une colline en pensant que la maison serait là, mais ce n'était pas le cas. Après 1 heure de marche, Hilar aperçut la maison de son amie à travers les arbres, ayant parcouru environ 2 miles. Soulagé, Jean Hilar se dirigea vers la maison, son dernier souvenir avant l'incident. En se dirigeant vers la maison, elle a dit que tout est devenu noir. Hilard est tombé à 4 pattes et a tenté de ramper jusqu'à la porte, mais s'est évanoui. Elle est restée 6 heures dans la neige, allongée près de la porte de la maison de son ami Wally Nelson. Nelson, le meilleur ami du petit ami de Jean Hilard, est sorti pour une surprise ce matin-là. Après une soirée avec Hilard et son petit ami à boire et danser à la Légion américaine de Fossin, Nelson a été choqué de la trouver gelée sur son gazon le lendemain matin. Son visage était pâle et ses yeux étaient grands ouverts et gelés. Il l'a attrapée par le col et l'a traînée dans sa maison. Pensant qu'elle était morte, il a remarqué des bulles sortant de son nez. Il a recruté la femme qu'il avait ramenée chez lui la veille pour l'aider à charger Hilard dans son camion. Cependant, elle était complètement gelée, ils n'ont donc pas pu la mettre dans la cabine du camion. Ils ont donc dû la charger dans la voiture de l'ami d'une nuit de Nelson. Il a trouvé cette fin de soirée très gênante. Nelson l'a emmenée d'urgence à l'hôpital de Foston où les médecins n'étaient pas optimistes. Elle était gelée et raide comme une planche de bois. Elle avait aussi des engelures sur tout le corps. Les infirmières l'ont branchée à un moniteur cardiaque et ont constaté un rythme gonal. Les infirmières l'ont décrit comme un battement puis plat pendant un moment, mais c'était un signe de vie. La température corporelle de Pilar était de 27 degrés Celsius ou 80 degrés Fahrenheit. Une température corporelle normale est de 37 degrés Celsius ou 98 degrés Fahrenheit. Son corps était si gelé qu'ils ne pouvaient pas le percer avec une aiguille pour commencer une perfusion. Ils ont brisé des aiguilles en tentant. En raison de la quantité de gelure sur son corps, les médecins craignaient que ses organes internes ne souffrent d'hypothermie et qu'ils ne cessent de fonctionner. Pour eux, le scénario le plus optimiste était qu'elle aurait des lésions cérébrales ou une double amputation des jambes. Face à une perspective sombre, les médecins ont décidé de réchauffer son corps et de faire de leur mieux pour sa survie. Son pasteur a alors été appelé et informé de la nouvelle troublante. Le pasteur a initié une chaîne de prière. Après avoir obtenu des coussins chauffants et enveloppé Allard de couverture, son corps est revenu à la normale en quelques heures. 2 heures après le dégel, elle a eu des spasmes violents. Bien qu'effrayant, c'était un bon signe car cela signifiait que la vie revenait dans son corps. Le lendemain matin, Jean Hilliard s'est réveillé. Malgré les craintes des médecins, Jean Hilliard n'a subi aucun dommage cérébral et ses jambes sont restées sur son corps sans aucun dommage dû au gel. Revenu d'être un joli bloc de glace, sa seule inquiétude était que son père serait en colère contre elle parce qu'elle avait coincé la voiture dans le fossé. Après 49 jours d'hospitalisation, Jean Hilliard est sorti avec seulement quelques orteils engourdis et des ampoules. Jean Hilliard est devenu une célébrité mineure suite à la médiatisation nationale de son histoire. Elle a visité des églises locales pour partager son histoire et sa conviction que la prière lui a sauvé la vie. Elle a été invitée dans des talk shows. Elle est apparue au Today Show, interviewée par Tom Brokaw. Son histoire est apparue dans l'épisode du 9 février 1996 de Mystère non résolu. Après son quart d'heure de célébrité, elle est retournée à une vie normale, s'est mariée et a eu 3 enfants. Elle a ensuite divorcé et déménagé à Cambridge, Minnesota, où elle travaille chez Walmart.
Elle raconte avoir attendu des conséquences médicales suite à l'accident, mais ne rapporte aucun problème de santé persistant. Cependant, maintenant, elle se couvre bien et évite les routes secondaires les nuits glacées. Comment Hilar a-t-elle survécu au gel complet et est revenue à la vie sans séquelles? David Plummer, un professionnel de la médecine d'urgence à l'université du Minnesota, a une sorte d'explication pour le cas de Jean Hilar. Il dit que lorsqu'une personne se refroidit, son flux sanguin ralentit et son corps nécessite moins d'oxygène. C'est comme une forme d'hibernation et si leur flux sanguin augmente au même rythme que leur corps se réchauffe, ils peuvent souvent récupérer. Aujourd'hui, les médecins utilisent un dispositif médical qui réchauffe le sang des patients dans un appareil avant de le réinjecter, réchauffant ainsi leurs organes vitaux. Bien qu'il n'y ait aucune garantie de survie, c'est la meilleure chance de faire face à l'hypothermie extrême. En 1980, il faisait cela avec juste des coussins chauffants et des couvertures, donc le docteur Plummer est surpris et ne peut pas expliquer comment Hilar a récupéré dans un si petit hôpital rural et n'a eu aucun problème de santé durable. Mais pour Hilar, elle affirme que c'était l'aide d'une chaîne de prière et un miracle. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez trouvée intéressante, assurez-vous de vous abonner. Une nouvelle vidéo sur le paranormal sera publiée chaque semaine. Si vous êtes nouveau ici, consultez notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast Criminally Listed Presents Into the Killing sur les affaires non résolues qui ont finalement été élucidées. Disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous écoutez vos podcasts préférés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci